Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il existe différentes situations dans lesquelles le marché est dit défaillant. On parle de défaillance de marché pour évoquer les situations dans lesquelles le marché échoue dans l'allocation optimale des ressources économiques et des biens et services. Il existe trois principales défaillances de marché que nous allons aborder: les asymétries d'information, les externalités et le problème des biens collectifs. La première grande défaillance de marché renvoie au problème des asymétries d'information. Il y a asymétrie d'information quand on fait le constat que chaque acteur sur le marché ne dispose pas des mêmes informations. Les informations des offreurs et des demandeurs sur les prix et sur la qualité des biens peuvent ainsi être imparfaites et inégalement réparties. Cette asymétrie de l'information favorise le pouvoir de marché de certains acteurs. Et cela se fait au détriment d'autres agents qui n'ont pas ou peu d'informations. Les problèmes liés aux asymétries d'information ont été mis en évidence par l'économiste américain George Akerlof dans le cas particulier du marché des véhicules d'occasion. Sur ce marché, on retrouve des acheteurs qui viennent se procurer des véhicules et des vendeurs qui cherchent à vendre leurs véhicules. Cependant, la qualité des voitures vendues est imparfaitement connue des acheteurs potentiels qui ne sont pas des professionnels. Seuls les garages qui vendent les voitures savent si elles ont été bien entretenues ou non, si elles ont été accidentées ou non. La qualité des voitures vendues est donc une information cachée, il y a donc une asymétrie d'information. Sur un marché où la qualité des produits est facilement observable, il est impossible de vendre des produits de mauvaise qualité au même prix que des produits de bonne qualité. Mais si la qualité du produit n'est pas facilement perceptible par l'acheteur potentiel, le fonctionnement du marché peut être perturbé. C'est ce que l'on retrouve ici avec le marché des véhicules d'occasion. En effet, le prix des voitures de qualité aura tendance à s'aligner sur un véhicule de qualité moyenne. Les vendeurs qui disposent de véhicules de très bonne qualité peuvent donc être amenés à se retirer du marché. A l'inverse, les propriétaires de voitures de mauvaise qualité seraient ravis de les céder au prix moyen fixé sur le marché. De leur côté, certains acheteurs qui accepteraient éventuellement de payer plus cher un véhicule de bonne qualité ne peuvent pas identifier ces véhicules. Ils craignent de se retrouver avec un véhicule de mauvaise qualité au prix proposé. Ils vont donc, eux aussi, se retirer du marché. Finalement, l'asymétrie d'information entraîne une quasi-disparition du marché. Si l'on résume, on voit que l'incertitude sur la qualité des véhicules implique que les acheteurs vont proposer un prix moyen. Cependant, les vendeurs de véhicules de qualité vont sortir du marché. Il ne restera alors sur le marché que des véhicules de mauvaise qualité et donc le marché disparaîtra. Il est possible de résoudre ce problème des asymétries d'information en mettant en œuvre un contrôle de l'information mise à disposition des consommateurs. Ainsi, l'État peut décider de réglementer l'attribution de labels, de contrôler la publicité, d'obliger les producteurs à fournir certaines informations sur la qualité de leurs produits. L'intervention étatique vise alors à remédier à la défaillance de marché en obligeant les agents économiques à révéler l'information. Dans le cas du marché des véhicules d'occasion, la mise en place du contrôle technique est un moyen de révéler de l'information. Les externalités constituent une deuxième grande défaillance de marché. On parle d'externalités lorsque les actions d'un agent économique ont un impact sur le bien-être et le comportement d'autres agents sans compensation monétaire. Cet impact n'est pas pris en compte dans les calculs de l'agent qui le génère. Cet impact peut être positif ou négatif. Lorsque l'impact est positif, on parle d'externalité positive. Par exemple, l'implantation d'une usine crée des emplois, ce qui est favorable au voisinage. Les commerçants voient par exemple leur clientèle augmenter. Mais tout cela se fait sans que le voisinage participe au financement de l'avantage dont il bénéficie. On parle donc, dans ce cas-là, d'externalité positive. En revanche, lorsque l'impact de l'action d'un agent économique est négatif, on parle d'externalité négative. Par exemple, lorsqu'une usine pollue l'environnement, le voisinage en subit les désagréments, à travers des problèmes de santé, ou encore à travers la baisse du prix de l'immobilier. Et tout ceci se fait sans indemnisation, c'est-à-dire que l'usine ne paie pas pour les problèmes qu'elle engendre. On parle alors d'externalité négative.
L'existence d'externalités empêche une allocation optimale des ressources dans la mesure où un agent créant une externalité positive améliore le bien-être collectif, mais sans être rémunéré. Il n'est donc pas encouragé à poursuivre son activité puisqu'il n'est pas récompensé. Un agent créant une externalité négative dégrade le bien-être collectif sans en supporter le coût. Il n'a donc pas intérêt à réduire son activité puisqu'il ne paie pas pour les conséquences de son action. Le marché ne l'incite pas spontanément à réduire ce coût. On voit donc que l'existence d'externalités empêche une allocation optimale des ressources. L'État peut néanmoins prendre des mesures visant à orienter les décisions économiques. Il peut tout d'abord chercher à réduire les externalités négatives en augmentant le coût privé, par exemple en taxant les entreprises polluantes, et il peut chercher à encourager les actions qui génèrent des externalités positives en diminuant le coût privé, par exemple en subventionnant les investissements dans les énergies renouvelables. L'objectif de l'État est donc d'encourager les externalités positives et de décourager les externalités négatives. La dernière grande défaillance de marché renvoie au problème des biens collectifs. Les biens collectifs sont des biens qui sont non rivaux et non excluables. Cela signifie qu'ils peuvent être consommés par plusieurs personnes à la fois, non-rivalité, et qu'il est impossible d'empêcher quelqu'un de les consommer, non-excluabilité. Le marché échoue dans la prise en charge des biens collectifs du fait de ces caractéristiques. Nous allons prendre un exemple. L'éclairage public est un bien collectif car il est à la fois non rival et non excluable. C'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent consommer en même temps ce bien collectif et il est impossible d'empêcher quelqu'un d'en profiter. Spontanément, le marché ne prendra pas en charge la production de biens collectifs comme l'éclairage public pour deux raisons. Tout d'abord, personne ne sera prêt à payer pour consommer ce bien dans la mesure où il est possible d'en profiter gratuitement. Il est difficile d'interdire l'accès à ce bien à ceux qui ne paient pas. Il y a un risque de comportement de passagers clandestins. Deuxièmement, en raison de ce risque de comportement de passagers clandestins, aucun producteur n'est encouragé à produire le bien collectif s'il ne peut obtenir un paiement en contrepartie. Ainsi, alors même qu'ils sont très utiles, ces biens ne peuvent pas être produits sur le marché. Il n'y a pas de possibilité de fixer un prix de vente. Pour ce type de biens, il n'y a donc pas de marché possible, ou alors le marché serait très inefficace. Là encore, l'État peut intervenir pour lutter contre cette défaillance de marché en prenant en charge la production des biens collectifs dans la mesure où ils sont favorables à l'intérêt général et que le marché ne peut les prendre en charge. Les biens collectifs seront financés collectivement par le biais de l'impôt, par exemple l'éclairage public ou encore la construction d'une route.